On en vient à la principale information du jour, la nouvelle arme et la nouvelle stratégie de l'Ukraine. Encore une fois, je le disais, les journalistes ont tellement le mot tournant à la bouche qu'on va peut-être se garder de l'employer. Mais quelque chose d'important s'est produit ces dernières 24 heures avec le bombardement loin à l'intérieur du territoire russe de 2 bases militaires de Moscou, d'où partent des attaques vers Kiev. Donc jusqu'à présent, il y avait des bombardements proches de la frontière, en territoire russe, mais proches de la frontière ukrainienne. Désormais, l'Ukraine a l'audace, la confiance, le matériel nécessaire, visiblement, pour aller frapper au cœur du territoire russe, y compris tout près de Moscou, puisque l'une de ces 2 bases se situe près de Moscou. Donc, quel impact, quels enseignements? Il faut rappeler aussi, on le disait tout à l'heure, que les États-Unis, jusqu'à présent, c'était un scénario qu'ils redoutaient, parce qu'ils redoutent l'escalade. Et bien voilà que l'Ukraine le fait visiblement sans demander d'autorisation à personne. D'abord, mettons tout sur la table, et puis, Général Trinquant, et vous autres, évidemment, on est impatients de connaître votre sentiment. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc on parle d'abord d'une première base militaire russe loin à l'intérieur du territoire russe qui s'appelle la base d'Engels. Que s'est-il passé ? Eh bien d'abord, David, regardons où est cette base. La base d'Engels, c'est ici. On est à peu près un peu plus de 740 km de Moscou et environ 650 du front en Ukraine. On est donc loin, très loin, à l'intérieur du territoire russe. Voici à quoi ressemble cette base vue du ciel. Mais ce qui compte, c'est surtout sa mission. Elle abrite les avions Tupolev et leurs missiles que Moscou utilise pour bombarder l'Ukraine et en particulier ses infrastructures stratégiques. Une alerte avait d'ailleurs été lancée la semaine dernière, indiquant que ces mêmes avions, que vous voyez en train d'être ravitaillés sur le tarmac, alignés sur la piste, allaient partir pour un nouveau raid en Ukraine. Bref, c'est l'un des outils russes importants de cette guerre. Alors que s'est-il passé ? Il était tout juste 6 heures ce matin, heure locale, quand cette lumière a illuminé le ciel encore noir autour de la base aérienne. Cette lumière, c'est celle d'une explosion sur la base elle-même et elle n'a rien d'accidentel. Écoutez bien le bruit qui précède. Ce bruit qui précède l'explosion, David, signifie que la base a bel et bien été bombardée. Plusieurs avions Tu-95, des bombardiers, ont été endommagés. Les 14 autres ont décollé dans la foulée, de toute évidence, pour aller se mettre à l'abri. Donc, premier enseignement, les Ukrainiens frappent désormais en profondeur à l'intérieur du territoire russe. Oui, la première question, c'est avec quels moyens, par quels moyens? Il ne s'agit vraisemblablement pas d'un missile. Les missiles ukrainiens n'ont pas une telle portée et on sait que les États-Unis se refusent à leur livrer des modèles capables, justement, de frapper le territoire russe plus loin en profondeur. Il ne s'agit vraisemblablement pas non plus d'un avion ukrainien qui larguerait une bombe. Certes, il reste quelques avions de chasse en Ukraine, mais il serait beaucoup trop dangereux de mener une telle opération. Reste donc une hypothèse, et c'est celle qui est privilégiée ce soir, une frappe de drone. Ce que confirme en partie cette vidéo de l'attaque, d'abord à cause du bruit que l'on vient d'entendre, c'est clairement le bruit d'un réacteur. Un engin aérien a donc été utilisé, ce qui fait dire au spécialiste en aéronautique Xavier Titelman qu'il s'agit effectivement bien d'un drone. Les 15, 18, 20 secondes qui sont entre le flash et le bruit qu'on a sur cette vidéo nous montrent qu'on est plutôt à 6 km de distance de la base et ce qu'on entend, on entend ce bruit qui va relativement rapidement entre le moment où on l'entend et le moment où il y a l'explosion. Ça veut dire qu'on est quand même sur un engin qui va assez vite. Si le bruit qu'on entend est bien celui d'un réacteur, et a priori c'est ça, on penche du coup pour un Tupolev 141, qui est un ancien système qui peut être amélioré, transformé pour porter une charge utile, mais on serait sur un équipement soviétique très vieux. Ce serait donc le drone Tupolev 141. L'ironie de l'histoire, c'est que ce drone a servi dans l'armée rouge dès 1979. Il peut aller jusqu'à 1000 km
par heure et à une portée de 1000 km, donc largement suffisante pour que les Ukrainiens puissent attaquer le territoire russe très en profondeur. Moscou affirme d'ailleurs ce soir, ces dernières minutes, que l'Ukraine a bien frappé, je cite, avec un drone de conception soviétique, ce qui confirmerait donc cette piste. L'autre piste que l'on avait jusque-là, c'était le dernier drone développé par l'Ukraine elle-même, lui aussi à une portée de 1000 km. Et coïncidence, les Ukrainiens ont annoncé avoir mené des tests sur ce drone seulement quelques heures avant la frappe, ce qui rendait suspecte cette frappe qui aurait donc pu être une démonstration grandeur nature. D'un mot, David, j'ajoute, vous l'avez dit, que ce n'est pas la seule frappe sur le sol russe aujourd'hui. Une autre a eu lieu ici, sur cet autre aérodrome, Ryazan. C'est à 200 km seulement au sud-ouest de Moscou. Et là aussi, tout s'est passé très tôt ce matin, avant les premiers rayons du soleil. Les images ressemblent à celles que l'on a vues pour la base d'Engels. On distingue une explosion au loin. Et cette fois, ce serait un dépôt de carburant situé près de l'aérodrome qui aurait été frappé. Plusieurs personnes ont été tuées dans l'explosion, blessées mortellement, dit Moscou. Les Russes accusent Kiev d'être responsable de ces deux explosions. Bon, alors voilà, ça c'est... des informations donc très importantes, des frappes aussi lointaines, d'un mot Fanny, des frappes aussi lointaines à l'intérieur du territoire russe, est-ce que c'est une première ? Bien, avec l'objectif de frapper des bases militaires russes de cette importance, oui évidemment. Mais de fait, on a le sentiment depuis le début de l'automne que les Ukrainiens ne se l'interdisent plus. Évacuons les bombardements ukrainiens contre les dépôts pétroliers ou les centrales électriques de la région de Belgorod parce qu'ils sont juste de l'autre côté de la frontière ukrainienne. En revanche, oui, les Ukrainiens semblent frapper de plus en plus loin. Souvenez-vous, mi-novembre, le terminal pétrolier du port de Novorossiysk en Russie avait été frappé par un drone naval. Les Ukrainiens n'ont jamais revendiqué cette attaque, mais tous les désignent. Souvenez-vous aussi, à peu près à la même période, de cette usine de missiles à Podolsk. C'est dans la région de Moscou. Elle avait été frappée et elle avait pris feu. C'est ce que vous voyez à l'image. L'attaque n'avait là non plus pas été revendiquée. Merci Fanny. Voilà, on a changé de catégorie. On a changé de catégorie avec les deux frappes de ces dernières heures. Vous mentionniez, Fanny, le commentaire, la réaction de la Russie, du ministère russe de la Défense. Donc, alors c'est assez étonnant parce qu'à la fois la Russie reconnaît effectivement que ce sont deux drones ukrainiens qui sont venus frapper si loin sur le sol russe. En même temps, ils minimisent les frappes, disant ils ont tenté de le faire, ils ont touché légèrement deux avions et puis se sont abattus pas très loin. Nous avons retrouvé les débris. Enfin, il y a quand même eu 3 militaires russes tués. Donc visiblement, ils ont bien dû réussir à frapper leur base. Alors, beaucoup de questions se posent. Il y a des questions techniques et puis peut-être des questions stratégiques. Je me tourne vers vous, évidemment, Général Trinquant. D'abord sur les moyens techniques. Donc, ces drones, ces très anciens drones, visiblement, on découvre un peu leur existence. On découvre que l'Ukraine dispose dans son arsenal de ces drones de fabrication soviétique qui lui permettent de frapper à 1000 km. Oui, alors est-ce qu'on en avait connaissance ? D'abord, l'Ukraine dispose de beaucoup d'armements qui datent de l'époque soviétique, qu'elle a gardé. La seule chose qu'elle a éliminée, c'est l'armement nucléaire. Pour le reste, elle a gardé beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je ne suis pas sûr que ce soit ce drone-là, mais plutôt le drone ukrainien dont on a parlé tout à l'heure. Le tout nouveau. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une déclaration très marketing de la société, qui était étonnante, qui, avant les frappes, dit, c'est un porte-parole de la société, pas de l'Ukraine, qui a dit « Notre drone est au point, il lui manque plus qu'un test militaire opérationnel ». Oula. Donc c'est intéressant. Quand le commerce et la guerre font bon ménage. Oui, mais oui. C'est du business, ça aussi. Mais c'est encore plus intéressant. Oui, c'est plus intéressant parce que ça veut dire... vient de mettre au point d'intégrer ces drones. Elle l'a déjà fait. Je rappelle que quand le bateau... le Moskva, voilà, a été coulé, c'était aussi un drone modifié par les Ukrainiens. C'était un drone qu'ils avaient, le Neptune, qui avait été modifié par eux. Donc les Ukrainiens, depuis le début de la guerre, sont excellemment forts pour modifier, arranger et utiliser. Ça, c'est sur l'aspect technique. Maintenant, sur l'aspect... Aidé par les Américains, peut-être. Pas forcément. Ils sont capables de le faire tout seuls. Je veux dire que là, c'est sûrement quelque chose qu'ils ont fait tout seuls, parce que les Américains les auraient probablement pas aidés à frapper si loin. Ils les auraient dissuadés de le faire. Je rappelle que les Américains, sur les HIMARS, disaient on va leur donner 80 km, pas 300, pour pas qu'ils tapent trop loin. Bon. Deuxièmement, sur l'usage opérationnel.
l'usage opérationnel, je le rappelle, de l'artillerie, des HIMARS en particulier, par les Ukrainiens, a été non pas de taper l'artillerie, mais de taper les dépôts et les lanceurs. C'est ce qui s'est passé au Donbass, c'est ce qui s'est passé à Kherson. Et là, ils font la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent des dépôts et des lanceurs. Les avions, les lanceurs, les dépôts, le carburant. Donc, c'est la même chose. C'est très important, parce qu'à l'inverse des Russes qui, eux, tapent l'infrastructure qui touche les civils, les Ukrainiens continuent à taper des frappes militaires. Le troisième point, frapper en Russie. Alors, frapper en Russie, Belgorod, c'est vieux. Il y a plusieurs mois que Belgorod, qui est en Russie, je le rappelle, a été frappé par les Ukrainiens. Au passage, les Ukrainiens ne le disent jamais. Et ils ont bien raison. Ils ne revendiquent jamais ces frappes. Exactement, ils ne le revendiquent pas. Et Belgorod, c'était près de la frontière. Voilà. Mais là, ils frappent beaucoup plus loin. C'est un message. Messieurs les Russes, nous, on est capable de vous taper dans la profondeur. Mais on ne le dit pas, c'est vous qui le dites. Nous, on ne réclame pas ces frappes, c'est vous qui les annoncez. Et ils ont bien raison, parce que vous avez bien vu la façon qu'ont les Russes de minorer l'attaque. Donc il n'y a pas d'escalade. Si vous voulez, on trappe dans la profondeur du territoire russe, ce qui pourrait être logiquement une escalade, mais comme on ne le revendique pas, on laisse les Russes faire la communication, et on s'aperçoit que les Russes, eux, ne font pas l'escalade. Donc ça veut dire... Messieurs les Russes, vous avez compris le message, mais les Russes ne veulent pas pour autant en faire un drame. Alors les Russes indiquent eux-mêmes que du coup, ils ont réagi à cette double attaque et qu'ils ont ordonné une nouvelle série de frappes sur l'Ukraine, sur exactement ce que vous disiez, Général, des installations civiles, des installations électriques en particulier, mettre l'Ukraine dans le froid et dans le noir pendant l'hiver. On en a déjà beaucoup parlé, sauf que cette fois, l'Ukraine indique que la quasi-totalité de ces frappes ont été interceptées par leur système de défense antiaérienne. Mais laissons ça pour l'instant de côté, parce que la question que je vais vous poser, Dominique, du coup, c'est qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose dans cette guerre, et notamment pour les Russes, de savoir qu'ils peuvent être frappés loin sur leur propre sol, et en particulier, on a revu la carte tout à l'heure, à 200 km de Moscou. Ça veut dire que Moscou est à la portée de ces nouvelles armes ukrainiennes. Oui, alors je combinerai les deux effets, si vous voulez bien. Le fait d'interdire les frappes russes sur le territoire ukrainien, d'une certaine façon, confirme la protection du territoire ukrainien face aux frappes russes. Mais les frappes qu'il y a eu sur le territoire russe marquent la vulnérabilité des Russes aux frappes ukrainiennes. Alors évidemment... Quel retournement! Exactement, c'est un retournement comme on en a connu à la fin de l'août sur le terrestre. Là, c'est sur l'aérien. Mais je pense que là, les Ukrainiens qui manient assez finement toutes ces affaires-là frappent pas loin de Moscou, dans la banlieue, des objectifs militaires, etc. Et ils laissent aux Russes la responsabilité de voir dans quelle situation ils se trouvent. C'est des messages... Il laisse aux Russes, vous voulez dire à la population russe? Oui, bien sûr. Les populations russes savent qu'ils peuvent être frappés. Ils savent que le gouvernement minimise à chaque fois de toute façon. Donc je ne sais pas s'il les croit ou il les croit pas. On demandera aux spécialistes sur la Russie. Mais aujourd'hui, la population va savoir qu'ils peuvent être frappés, mais que ce sont des frappes sur des sites militaires. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, ça ne pourrait pas être des frappes civiles, ce que je crois que les Ukrainiens ne feront pas. Mais ce n'est pas grave. Pour les Russes, il faut qu'ils se rendent compte de la vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent. Donc, un pacte psychologique important, vous nous le dites, peut-être au sein de l'armée russe, peut-être pour les soldats russes, peut-être pour la population russe. Vincent? Mais il se trouve qu'il y a un personnage éminent qui a répondu par anticipation à votre question, David, et qui n'est autre que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, qui, voilà quelques jours, a dit ceci: l'une des clés de l'issue de cette guerre, ce sera notre aptitude à ruiner la certitude qu'ont les Russes de pouvoir nous frapper en toute impunité. Donc je pense qu'il y avait là un message, bien sûr, pas même subliminal, explicite. En complément de ce que le général disait, ce qui est intéressant, c'est que la porte-parole de ce conglomérat militaire, qui est quand même un conglomérat d'État, à ma connaissance, qui s'appelle Ukroboronprom, disait qu'il y aurait un test en vraie grandeur avant la fin de l'année 2022. On est le 5 décembre, sauf erreur. Bon. Est-ce que c'est une date importante pour vous, Vincent, dans cette guerre? C'est la première fois
que l'Ukraine frappe aussi loin en territoire russe, atteint ses objectifs? Le fait de frapper en profondeur n'est évidemment pas anodin et il ravive la question de savoir jusqu'à quel point les Ukrainiens ont obtenu ou pas, les latinistes diraient un nihil obstat, rien n'empêche, c'est-à-dire une sorte de feu orange ou de feu vert implicite de leurs parrains américains. J'ai un peu de difficulté à imaginer qu'ils aient pu prendre une initiative de cette nature sans que leurs amis de Washington en aient été informés au préalable. Ça fait des mois et des mois qu'ils réclament la livraison de ces fameux missiles américains Attackams, sans succès. Ça fait des mois qu'ils revendiquent la légitimité pour eux de pouvoir frapper en territoire russe. On a vu aussi des opérations ukrainiennes comme la tentative d'assassinat de Douguine, l'un des idéologues du Kremlin. Sa fille, finalement, avait été tuée. Sans l'aval des Américains. Oui, alors il se peut d'ailleurs que le message soit au fond, en sous-texte, bon, que vous le vouliez ou non, on est capable de le faire. Et on est résolu à le faire. Alors pourquoi ne pas nous aider à le faire correctement? Voilà. Et puis, même le pont de Crimée, on a le sentiment que les Ukrainiens l'ont fait sans l'aval américain. Sur la Crimée, il y a le bombardement du pont de Crimée. Très intéressant, c'est que j'ai consulté tout à l'heure 2 sites de traduction des chaînes Telegram les plus pro-Kremlin. Et là, vous parliez d'impact, David. Il y a aussi un pacte psychologique, vous y faisiez allusion. C'est que vous avez un déferlement de critiques acerbes sur les carences de protection de sites militaires aussi essentiels. Il s'agit quand même de bombardiers stratégiques, Tupolev 95, Tupolev 160, et l'un de ces blogueurs dit, mais c'est quand même incroyable, et je le cite, « Quel galonné sénile sera puni pour une négligence criminelle de cette nature où on aligne en rang d'oignon des bombardiers stratégiques sans aucune protection. Où est notre système de défense contre avion, de DCA, etc. » Et donc, d'une certaine manière, si l'impact psychologique collatéral est celui qui était recherché, c'est franchement réussi. Encore un signal que la deuxième armée du monde est décidément bien dépourvue. Je vous donne la parole, Jean-Claude, mais là-dessus... Juste 2 points pour confirmer effectivement l'impact psychologique que ça peut avoir. La plus grande armée du monde, etc. Voilà, elle est vulnérable. Et elle le sait maintenant, elle est vulnérable. Deuxième point sur la relation entre alliés. Permettez-moi juste une anecdote, et je pense que les Ukrainiens raisonnent comme ça. Je remonte à 1944. La première armée française remonte le Rhône, veut traverser le Rhin. Les Américains disent non, la guerre pour vous, ça s'arrête au Rhin. En France, après, en Allemagne, c'est plus votre domaine. Le général Delattre fait mettre des ponts, franchit, et avec l'accord de son camarade américain, fait remplir les réservoirs, va jusqu'à Stuttgart. Voilà des rapports entre alliés. Je rappelle que pour venir à Paris, la 2e division blindée a obtenu un accord à l'arraché parce que les Américains, au départ, ne voulaient pas. Donc voilà le type de rapport avec les alliés. Ce n'est pas parce qu'on est allié qu'on ne doit pas avoir un rapport de force à un certain moment pour démontrer que c'est notre guerre aussi et que c'est notre problème aussi. Et là, ils ont démontré leur capacité. Et peut-être qu'il y a un commandant américain sur le théâtre qui a tourné la tête pour ne pas voir et laisser faire. Bon, les Américains ne voulaient pas parce qu'ils redoutaient l'escalade. Donc je vais vous poser cette question dans quelques instants. Mais d'abord, ne brûlons pas les étapes. Jean-Claude, sur la portée de cette opération. Sur la portée, elle est double. Tout d'abord, on a commencé cette guerre où l'Ukraine était dans la défensive et effectivement, on disait résistance, résilience. Aujourd'hui, elle montre quoi ? Qu'en réalité, elle n'est plus simplement dans la défensive, mais dans l'offensive, et que désormais, psychologiquement, elle se met au même niveau que la Russie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que sur le plan du calendrier, l'Ukraine a tout intérêt aujourd'hui à tirer à fort, à essayer de peser, parce que c'est aussi une façon de mobiliser le camp occidental derrière elle. C'est de dire aux Américains, or même si il y a parfois des nuances entre les Européens et les Américains, c'est de dire nous avons besoin, on est capable de, et vous avez intérêt à être derrière nous. Donc je pense que ça aussi c'est un message en notre direction, en tout cas on peut aussi l'interpréter comme ça. Je ne suis pas convaincu, d'après ce que je sais, que les Américains aient donné leur go, mais c'est une façon d'obtenir, il y a une forme de neutralité qui permet de dire on va s'en sortir, et donc il n'est pas question, sur le plan de nos politiques internes, de ne pas être au rendez-vous, parce qu'il va falloir payer, il y a des budgets, vous avez vu comment aux États-Unis, on dit dans l'opinion américaine, avec la majorité, en tout cas à la Chambre des représentants républicaine, où on veut rediscuter les budgets, c'est une façon de dire c'est maintenant que ça se passe et pas après. Oui, parce que l'autre enseignement,
à travers ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est nous sommes capables de frapper très loin en territoire russe, mais nous ne frappons pas, et vous le disiez très bien, la population civile. Nous ne cherchons pas à traumatiser la population civile pour qu'elle se révolte contre Poutine. Non, nous frappons des installations militaires. L'impact de ce qui est en train de se passer pour vous, Galia? Je pense que ce qui est très très important, c'est que le général Sourovikine, qui est maintenant le chef de toutes les opérations en Ukraine, est quelqu'un qui a été à la tête de la flotte aérienne. Et donc c'est une frappe qui frappe aussi sur son autorité, je pense. Parce qu'on a vanté dernièrement, il est le 3e commandant, que maintenant, enfin, avec le général Sourovikine, on va réussir. Eh bien, non. Et je pense que c'est peut-être ça la partie la plus importante du message. D'un autre côté aussi, c'est un signal très fort à la population ukrainienne qui maintenant se prépare au blackout total. J'ai écouté toutes sortes d'enregistrements. Par représailles, vous voulez dire? Oui. Vous savez, les Russes veulent plonger complètement l'Ukraine dans le noir. Et c'est très intéressant d'écouter et de lire comment l'Ukraine se prépare. Parce que c'est une population qui agit à l'horizontale avec des liens horizontaux et donc chacun sait ce qu'il a à faire s'il y a le blackout total. Il faut partir à la campagne, il faut préparer la nourriture, il faut savoir comment et où descendre, etc., etc. Mais l'impact maintenant sur la Russie elle-même, sur l'armée russe, sur la population russe. Voilà, vous habitez à 650 km de la frontière ukrainienne. Vous habitez à 200 km de Moscou, donc très loin aussi en territoire russe. Mais vous n'êtes plus à l'abri de ces frappes, de ces drones ukrainiens. Et je pense que, mais surtout, je pense que l'objectif, c'est pas parce qu'ils ont détruit ou partiellement détruit 2 avions, les Ukrainiens, que les frappes contre leur territoire vont s'arrêter. La Russie a encore suffisamment d'avions. Maintenant, il est question aussi de les disperser sur plusieurs bases pour qu'il n'y ait pas cette concentration. On s'étonne pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Mesure de protection élémentaire. Vous bien sûr. Voilà. Mais pour moi, le plus important, c'est que le général Sourovikine commence à être très sérieusement aussi compromis. Oui. Bon. Maintenant, je voudrais vous poser 2 questions importantes. Il ne commande plus l'armée de l'air. C'est pas sous son autorité, l'armée de l'air. Il est commandant de théâtre en Ukraine. Il ne commande plus l'armée de l'air. Mais il vient... Non, c'est psychologiquement qu'il soit touché, d'accord. Mais ce n'est pas son autorité qui est mise en doute, là. Bon. Okay. Première question, l'argument américain. Non, nous ne vous livrerons pas ces fameux missiles Attackam parce que leur portée est très très longue. Je crois qu'on parlait 350. De... Combien ? 350 km. Là, on voit des frappes à 650 km à l'intérieur du territoire russe. Donc les Américains disaient on ne vous les livre pas parce que ce serait l'escalade. Alors peut-être qu'ils pensaient que ce serait l'escalade parce que c'était des missiles américains et donc que, vieille rhétorique russe depuis le début de ce conflit, Moscou les pointerait comme étant co-belligérants, peut-être. Mais peut-être qu'ils imaginaient aussi qu'à partir du moment où la Russie serait frappée loin sur son sol, à ce moment-là, ça déchaînerait toute sa violence. Vous me direz, sa violence est déjà en grande partie déchaînée à travers ces bombardements contre les civils. Est-ce que l'idée de l'escalade, du risque d'escalade, dès lors qu'on frappe le territoire russe loin à l'intérieur de son sol, cette idée-là, il ne faut pas la considérer. Enfin, non, elle n'a pas lieu d'être. Je pense que la déclaration faite par les Russes répond à votre question. Premier point, ils auraient pu dire, c'est sûrement des armes américaines. Après tout, un mensonge de plus, c'est pas très grave. Ils auraient pu dire ça. Non, tout de suite, eux disent ce sont des armes ukrainiennes. D'ailleurs, ils disent ce sont d'anciennes armes soviétiques utilisées par les Ukrainiens. Donc ça veut dire on n'est pas en confrontation avec les États-Unis. Premier point, de l'escalade qui ne grimpe pas. Deuxième point, finalement, il y a des dégâts limités. Donc il n'y a pas d'escalade. Donc je pense que les Russes ont répondu directement en disant, on n'est pas en confrontation avec les États-Unis, puisque nous déclarons que ce sont des armes ukrainiennes. Personne n'a dit quelles étaient les armes. 2, ce sont des dégâts mineurs.
et donc il n'y a pas vraiment d'escalade. Donc je pense que même si c'est dans la profondeur, les Russes ont répondu, et c'est intéressant qu'ils répondent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils laissent pas le temps à l'escalade de grimper. Tout de suite, ils désamorcent les choses. Donc je pense que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas cette escalade. Dernière information à l'instant qui nous vient de Moscou. Vladimir Poutine a été informé de ce double bombardement loin dans le territoire russe. C'est ce qu'indique son porte-parole Dmitri Peskov, qu'il a indiqué d'une façon, qui relativise énormément ces événements. Le président reçoit régulièrement des informations venant des services appropriés sur tout ce qui se passe et il n'y a pas eu d'autres commentaires. Mais oui, Vladimir Poutine a été informé. L'autre question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour considérer qu'il est parfaitement légitime de la part des Ukrainiens d'attaquer même en profondeur dans le territoire russe les bases qui concourent à bombarder leur propre sol? Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Oui, Pour une raison très simple, c'est que n'oublions pas que ces pistes qui ont été visées donc ce matin sont considérées comme des rampes de lancement de certains des bombardiers qui frappent des infrastructures énergétiques, donc civiles également, en Ukraine. On ne peut pas faire grief à un pays souverain agressé d'invoquer en l'occurrence la légitime défense, c'est-à-dire d'essayer de tarir même de manière relativement modeste, le flux de morts qui est déchaîné du ciel. Mais sur la question de la légitimité, ce qui est très intéressant, c'est qu'en miroir, l'un de ces blogueurs militaires ultra-faucons du Kremlin disait tout à l'heure, en s'adressant aux Ukrainiens, bravo pour ce que vous avez fait, votre anéantissement nucléaire complet sera notre réponse légitime. Votre anéantissement nucléaire complet sera notre réponse légitime, on reste sur le terrain de la légitimité, à cette agression. On est comme toujours dans cette inversion des valeurs frénétiques, mais vous voyez que la question de la légitimité, elle peut être manipulée par l'un et l'autre camp. Mais pour revenir à votre question, évidemment, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait interdire aux Ukrainiens d'essayer encore une fois de limiter les désastres qui touchent leur population civile dans l'ensemble du pays. Pourquoi je vous pose la question? Pardonnez-moi, peut-être vous me voyez venir. Mais si on est légitime à bombarder les installations militaires qui elles-mêmes vous bombardent, est-ce qu'on n'est pas légitime à bombarder ceux qui donnent les ordres à ces installations militaires de vous frapper? Et dans ces cas-là, ça veut dire que puisque désormais les Ukrainiens ont la possibilité de frapper à 500, 600, 700 km de profondeur, est-ce qu'ils auraient légitimité à frapper, pardon pour le gros mot, le Kremlin, par exemple? Ils l'ont déjà fait en partie, c'est-à-dire que non pas le Kremlin, mais enfin il y a le Moskva, et puis vous souvenez-vous de la douzaine ou de la quinzaine de très hauts gradés de l'armée russe qui ont été eux-mêmes ciblés, visés et neutralisés, sans que cela déchaîne quelque feu nucléaire que ce soit. Sur le terrain ukrainien, il y a deux sujets. Il y a un sujet technique, le ciblage. Comment voulez-vous tirer de façon précise, quand je dis précise, c'est au mètre, sur une autorité actuellement en responsabilité en Russie? C'est techniquement pas possible pour les Ukrainiens. Vous dites que c'est plus facile de bombarder une base aérienne oui, elle ne bouge pas. que de bombarder... le Kremlin ne bouge pas non plus. Non, mais d'accord. Mais le Kremlin, il est au milieu d'une ville, avec des gens autour. La base aérienne, vous savez comment sont les bases aériennes, c'est des grandes zones dégagées de partout, etc. Donc, sur le principe du ciblage, techniquement, c'est très difficile. Deuxièmement, et lié à ce problème de ciblage, si vous tirez, vous prenez le risque de tirer dans des zones habitées, vous prenez le risque que prennent facilement les Russes en disant je détruis une centrale électrique qui est à côté de maisons, et si ça tape sur les maisons, c'est pas grave. Les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de faire ça. C'est impossible. Il ne faut pas utiliser les mêmes armes que les Russes si vous voulez apparaître comme un défenseur de votre pays. C'est ça l'argument. Ah bah oui. Non mais vous voyez, c'est important de dire l'argument... On défend des valeurs. Oui, c'est le risque de dégâts collatéraux. L'argument, c'est pas de s'en prendre à une autorité politique, celle qui dit aux généraux, celle qui dit à la base, allez-y,
frapper le territoire ukrainien. Je crois que, évidemment, on a dit deux choses. Légitime défense. C'est une question éthique. Oui, pardon. non, mais il y a une question éthique et puis il y a une dimension à la fois juridique et politique. Parce que légitime défense dit, et on l'a bien entendu il y a 15 jours par le secrétaire général de l'OTAN, de dire l'ultime responsable dans cette histoire, c'est la Russie. Parce que c'est la Russie qui a attaqué, qui est entrée en guerre. Donc, il y a une légitime défense de principe. Pour autant, après, en fonction des événements, on pourrait être amené à regarder quel est le ciblage, est-ce qu'il s'agit d'un accident ou pas. Et là, effectivement, et je pense que les Ukrainiens ont tout intérêt à être prudents parce qu'eux ont besoin de l'Occident. Et l'Occident, les États-Unis ne souhaitent pas, l'Europe ne souhaite pas partir en guerre comme cela contre la Russie. Donc, les Ukrainiens savent très bien que si ça dérapait, il pourrait y avoir un risque de dislocation du camp politique, j'ai envie de dire, occidental. Mais, pardonnez-moi, mais oui. Pour une fois, enfin peut-être pas pour une fois, mais la question de principe est intéressante. En clair, si les Français avaient possédé un missile, une fusée capable d'atteindre Berlin en 1940 ou 1941, est-ce qu'ils auraient été fondés à tenter de bombarder la résidence d'Hitler ? Non, mais bombardement sur Berlin, dès le début de la guerre, les Britanniques l'ont fait. On bombardait Berlin dès le début de la guerre. Sauf qu'à l'époque, les armes ne permettaient pas ce type de truc. Vous envoyez des bombes, c'est je le tire, Dieu le guide. C'était avec un risque d'échange à 150 mètres, 200 mètres, voire parfois plus. On évoquait tout à l'heure la relation avec l'allié américain, le parrain de Washington. À mon sens, la ligne rouge entre on regarde ailleurs, faites ce que vous pensez devoir faire, et non, pas question, ça n'est pas possible parce qu'on doit penser l'après, elle passe là. C'est-à-dire, je ne pense pas que les Américains accepteraient, et ils l'ont sans doute fait savoir d'ailleurs à Zelensky, une aventure militaire de cette nature. Vincent, ils ne l'accepteraient pas parce qu'ils craignent encore une fois l'escalade et qu'ils craignent qu'à ce moment-là, toutes les armes possibles soient utilisées. J'ai l'air de faire des périphrases, mais parlons clairement de l'arme nucléaire. Ou bien il ne le permettrait pas parce que ça ne se fait pas. Moi, trois raisons. Il ne le permettrait pas parce qu'il y aurait un effet désastreux en termes symboliques sur le fait qu'il y aurait des victimes civiles. Il ne le permettrait pas parce que ce serait hypothéquer tout scénario de négociation digne de ce nom. Et il ne le permettrait pas parce que ce serait effectivement une invitation à l'escalade qui, jusqu'à maintenant, n'a été que rhétorique. Et puis, je vais vous rajouter l'effectivité. Il ne le permettrait pas parce que l'effectivité de tel tir ou d'une telle mesure ne serait pas prouvée. Donc, si ça devient contre-performant, automatiquement, je ne suis pas certain, David, que l'éthique ait beaucoup de place. Je pense qu'on parle de droit et de politique. C'est en fonction des objectifs politiques et à partir des moyens juridiques lorsqu'on veut se reposer sur le droit. Mais c'est avant tout sur l'effectivité de la mesure qui est prise. À mon avis, c'est ainsi que va le raisonnement. Je ne fais que poser la